vraiment un bon début d'année sur les marchés boursiers. Ça surprend beaucoup d'investisseurs, entre autres les prévisionnistes, les fameux prévisionnistes. Si on regarde le rebond depuis les 3 premiers mois de l'année du S&P 500, le S&P 500 est déjà à un niveau plus élevé que les cibles que les prévisionnistes s'étaient attendus à atteindre au courant de l'année 2024 pour le 31 décembre pour tout le marché, dans la très, très grande majorité. Donc, ce rebond-là, il est nettement fort. Ça a été une grande surprise pour les experts qui tentent de prédire l'avenir. Et là, où ça nous amène? Bien, c'est pas une surprise. Les investisseurs vont dire, ben là, le marché est surévalué. Puis là, on va utiliser certains arguments pour souligner ce point-là. Entre autres, c'est les rapports de ratio court-bénéfice. Et là, on est à un niveau qui est relativement élevé par rapport à une moyenne historique. Si on recule jusqu'à la fin des années 80, puis même plus encore. Par contre, c'est là que je veux faire une notion quand on regarde des multiples ou diverses données et on les compare au passé. Il faut se rappeler que les bourses et les entreprises qui sont membres de ces indices-là, comme du S&P 500, ce n'est pas le même indice qu'on a connu de vos parents ou de vos grands-parents. Puis là, je vais m'expliquer, c'est qu'à travers les années, les secteurs d'activité qui ont du poids dans ces indices-là évoluent. Fait que je vais donner un exemple. Si on remonte aux années 1970, le secteur industriel était vraiment un secteur d'activité hyper présent dans l'économie américaine qui était propulsé par le manufacturier. Aujourd'hui, bien, c'est complètement différent parce qu'on a amené l'économie à faire la fabrication outre-mer dans des pays émergents. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui a pris le plus de place? Bien évidemment, c'est les technologies, c'est les soins de la santé et c'est aussi le secteur financier. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces secteurs-là en émergence, par rapport à des secteurs comme l'industriel? C'est que c'est des secteurs d'activité où l'intangible est vraiment présent. Donc, si je regarde une entreprise manufacturière traditionnelle qui avait vraiment du poids dans les indices boursiers, puis il y avait beaucoup de compagnies qui étaient membres, qui étaient dans ce secteur d'activité-là dans le passé, ces entreprises qui sont très demandantes en termes de capital. Donc, si on est une manufacture et on veut croître notre chiffre d'affaires, il faut faire des investissements massifs. On a besoin de capitaux. Acheter un terrain, bâtir une usine, acheter l'équipement. Tout ça avant même d'avoir fait $1 de vente. Et après, on va avoir pris ce risque d'affaires-là, ça va être avec la dette. Donc, le risque est significativement plus élevé. Parallèlement, les économies qui sont plus importantes aujourd'hui, comme la technologie, c'est totalement différent. Prenons juste l'exemple de Google qui est un engin de recherche. Un coup que le logiciel a été créé, il a été codé, la dépense est derrière nous. Donc, chaque dollar de profit, de vente, ça ne demande pas un investissement massif comme notre fameuse manufacture a besoin de le faire. Donc, on va mettre des ingénieurs là-dessus qui vont coder. C'est une dépense immédiate, mais après, c'est fini. L'autre point, c'est exemple, dans ce secteur d'activité-là, les technologies ou les soins de la santé, il y a beaucoup moins de dettes sur les bilans parce que les entreprises génèrent beaucoup de flux de trésorerie puis ont besoin moins de capital. Après coup, des dépenses d'entretien, il y en a beaucoup moins. Je donne un autre exemple. Dans le secteur de l'économie traditionnelle, une société de chemin de fer, elle doit entretenir toute son infrastructure à chaque année. Donc, même si elle fait $1 de profit, ce n'est pas $1 qu'elle va se dire qu'elle va se mettre dans ses poches, puisqu'il faut reprendre une portion de ce $-là juste pour entretenir notre infrastructure, nos rails, s'assurer de la sécurité. Si je regarde une société dans les soins de la santé qui crée une propriété intellectuelle comme un vaccin, ce n'est pas la même réalité. C'est pour ça que quand on regarde des entreprises technologiques qui ont un rendement sur le capital investi, un coup que l'infrastructure a été payée, c'est sûr que c'est beaucoup plus payant comme investissement de voir cette croissance-là future qu'une entreprise traditionnelle qu'il faut toujours qu'elle doit reprendre un risque financier. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis là, je donnais un exemple. Disons, on regarde l'entreprise A, qui est un peu un vestige d'une industrie traditionnelle. On la regarde, puis on se dit, hey, à ce transit, j'ai un ratio court-bénéfice de 10 fois par rapport à un ratio de 20 fois d'une entreprise qui appartient à la nouvelle économie. Donc, on a les deux entreprises qui ont une valeur en bourse de 1 milliard. Il y en a une qui semble faire 2 fois plus de profit que l'autre. Pourtant, notre société A, traditionnelle, dans son 100 millions de profit, elle doit, disons, dans mon exemple, réinvestir 50 millions pour rajeunir son infrastructure, la maintenir. Okay? Ce n'est pas des dépenses de croissance, c'est juste pour la garder active. Imaginez que c'est une vieille usine de pâte et papier qui a besoin de beaucoup d'entretien, qui coûte cher à maintenir. Donc, quand je déduis ces dépenses-là qu'on sous-estime ou qu'on ne calcule pas des fois quand on regarde juste le ratio court-bénéfice, en fait, cette entreprise-là se transige au bout de la ligne
au même multiple notre société B de l'économie, de la nouvelle économie, parce qu'elle n'a pas besoin d'entretien. Et cette entreprise-là, peut-être avoir une croissance des ventes plus rapide, une croissance qui va coûter beaucoup moins cher à faire. Donc, l'idée ici que je voulais élaborer, c'est que oui, les indices ont augmenté. Je ne suis pas en train de prédire que la bourse va croître sans correction ou sans baisse. On ne le sait jamais. Par contre, il ne faut pas non plus se rabattre sur des théories relativement peu réfléchies, juste simplement en regardant un ratio court-bénéfice pour savoir à quel point on est capable de prédire un sommet temporaire dans un marché boursier. Donc, j'espère que ça vous a aidé à revoir l'indice du S&P 500 sur un œil différent et je vous dis à la semaine prochaine.